Merci d'être encore parmi nous aujourd'hui. Là, on va parler de la situation politique. Ce qui se passe actuellement en RDC, particulièrement au secteur des armes. Bon, pour commencer, il y a le lever de sanctions qui vient d'être tombé parmi le 14 personnalités de l'ex-gouvernement de Joseph Kabila. Là, on parle de Léo Malanga et Roger, responsable de sécurité de la mer. Alors, dites-moi un peu de ce côté politique-là. Comment trouvez-vous cette levée de sanctions-là qui fait couler donc salive au sein de la presse politique? Merci beaucoup pour cette question, madame. Je suis sûr que l'Union européenne, c'est une institution, des hommes très sérieux, qui ne peut pas prendre des décisions comme ça, à la légère. Ils ont réfléchi et ils ont trouvé qu'il fallait lever les sanctions pour 2 personnes sur la liste. Ils sont tellement réfléchis que je trouve que leur décision est rationnelle. Moi, je suis d'accord avec eux. Les critères qui ont prévalu pour sanctionner les personnalités et les critères qui ont prévalu pour qu'ils trouvent qu'ils doivent réduire la liste à 12 personnes au lieu de 14, c'est eux qui les savent. C'est des hommes réfléchis. En fonction de ça, je considère que c'est des grands messieurs. Je respecte leur point de vue. Alors dites-moi, parce que c'est depuis 2016 qu'il y a eu ces autorités ont été sanctionnées, mais quel a été l'impact de ces sanctions-là? Parce qu'apparemment, selon la population, ils n'ont pas vu l'impact de ces sanctions-là. Est-ce que ces sanctions-là, qui n'ont pas été impactées, peuvent encore faire craindre au nouveau gouvernement ou encore aux nouvelles autorités qui sont déjà en place? Merci beaucoup pour la question. À propos de l'impact des sanctions, on doit réfléchir dans ce sens. C'était une affaire de violation des droits de l'homme. Nous sommes un pays qui a signé, qui a ratifié la Charte des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies qui prône aussi le droit de l'homme. Maintenant, quant aux sanctions, en réalité, les sanctions contre les gens, à l'envers des gens qui violent le droit de l'homme, normalement, c'est des sanctions qui sont prises au niveau des États. Chaque État a des institutions judiciaires capables de sanctionner les infractions qui vont dans le sens contraire aux droits de la personne humaine. Maintenant, nous étant membres des Nations Unies, nous sommes un pays. Les autres nous considèrent comme responsables de ce que nous sommes en train de faire, que nous avons une justice qui doit prendre en compte toutes les infractions dans ce sens-là. Si les autres constatent qu'au niveau du pays, vous n'arrivez pas à répondre à ces besoins-là, ça veut dire à sanctionner les gens qui violent le droit de l'homme. À leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Ils disent, ces amis sont en train de nous tromper. Ils ratifient des textes internationaux, mais qui n'appliquent pas chez eux. En réalité, c'est comme si vous êtes en train de tromper les gens. Raison pour laquelle il faut une formule. Il faut une formule pour dire quand même à l'autre que ce que tu fais n'est pas ce que tu as signé. Alors, pour sanctionner, il faut aussi avoir des textes. En réalité, si vous voulez parler de l'impact, si l'impact a eu lieu ou pas dans la population, moi je suis sûr qu'il y a eu un impact sérieux. Si aujourd'hui ça continue à se parler, bien que c'est déjà passé, ça fait 2 ans, mais ça se parle, c'est que l'impact est sérieux. L'impact est sérieux. L'impact est sérieux pour le 12 jours qui reste. Qui demanderiez-vous? En tout cas, pour moi, je vais peut-être aborder dans le sens de monsieur le ministre de Justice, monsieur Tunda, qui a dit que, en tout cas, un pas est déjà fait, mais le combat va continuer. J'aborde mon analyse dans ce sens-là. Pourquoi? Les 2 personnalités qui sont sorties de la liste
ça démontre déjà qu'il y a une évolution. Ça veut dire que l'Union européenne nous écoute. Alors, le combat doit continuer dans quel sens? Le combat continue dans le sens de chercher à ce que les sanctions soient levées pour tout le monde et que tout le monde qui était sur la liste aussi s'améliore. Parce que les sanctions viennent pour que les choses s'améliorent. Quand on vous sanctionne, c'est pour que vous puissiez changer. Si les gens peuvent changer, ça sera mieux. Pensez-vous que les autorités de la RDC peuvent changer? Mais les autorités que nous avons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que nous avions hier. Moi, je suis sûr que quelque chose a beaucoup changé. Et c'est même comme ça que M. Némi Mouilania disait, du simple fait que le président de la République, l'ex-président de la République, M. Joseph Kabila, a réussi à faire une alternance pacifique et démocratique, lui, il estime qu'on devait normalement laisser tomber toutes les sanctions. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir donné l'alternance pacifique, il a semblé comprendre que c'était déjà une sanction qu'ils ont eue. Ça veut dire qu'ils ne sont plus aux affaires. C'est une forme de sanction. Continuer à sanctionner encore en gardant la liste, c'est comme si c'est une double sanction. De toute façon, on ne veut pas fouiner là-dessus. Alors, passons à ce qui se dit, à ce qui se passe d'une oreille à une autre. Les gens chuchotent, les gens parlent tout bas. Alors, moi, je voudrais que vous puissiez parler ça un peu plus haut. C'est concernant l'amitié qui est en train de prendre l'envol entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Comment trouvez-vous cette amitié-là, cette collaboration-là qui gêne un peu la population de la RDC? Comment ça doit gêner? Parce que nous sommes ensemble dans les Grands Lacs, c'est une organisation. Nous sommes ensemble dans l'Union africaine. Nous sommes ensemble dans East African Community, je crois. Je ne vois pas comment ça peut gêner, parce que ce n'est pas une amitié qui doit commencer aujourd'hui. Quand vous êtes ensemble, on a des textes ensemble, qui nous gèrent ensemble. Et c'est ça l'amitié, moi, je crois. Je ne vois pas pourquoi ça peut gêner. Avant que le président de la République, Félix Tshisekedi, prenne le pouvoir, il pointait du doigt le mandat, qui était à la base de guerre de l'Est. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir. D'ailleurs, c'était parmi ses objectifs pour mettre fin à la guerre à l'Est. Alors aujourd'hui, on voit ces deux personnalités-là coller, serrer, cimentés, et la population dit que c'est comme si Félix Tshisekedi commence à trahir. Non, non, non. En réalité, qu'est-ce qu'il y a au fait? Quand on dit que nous prenons l'engagement pour terminer la guerre à l'Est, si on considère, si nous voyons en réalité que pour terminer la guerre à l'Est, l'enjeu du Rwanda est très important, il faut aller approcher. Il faut aller approcher pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et moi, je suis sûr qu'avec la diplomatie du Rwanda actuellement dans les Grands Lacs, c'est une bonne approche d'approcher le président Kagame pour essayer de découvrir, essayer de partager l'expérience que lui a sur la gestion de la guerre de l'Est. En tout cas, il peut beaucoup apporter et moi, je crois que c'est la bonne voie. Mais du jour au jour, les gens meurent à l'Est. Du jour au jour, il y a les gens qui se déplacent en grand nombre. Alors, selon vous êtes des leaders de paix, vous êtes aussi jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes qui périssent. Alors, dites-nous, comment voyez-vous la situation de l'Est actuellement, messieurs? La situation de l'Est, en tout cas pour moi, je suis sûr que ce n'est que séquelles, ce n'est qu'un effet d'entraînement. Mais en réalité, ce qui a commencé à se faire, c'est ça la solution. Les mesures qu'a prises le président de la République actuellement, c'est des mesures normalement très fortes et qui ont beaucoup de résultats que ça va donner. Mais ce que nous sommes en train de voir, je considère ça comme des séquelles, comme des effets d'entraînement qui vont finir. C'est par inertie que ça s'est fait comme ça. Ok, ce sont des séquelles selon vous. Alors, pour terminer, il y a un vent qui souffle très fort. Et ce vent-là, c'est la destitution de quelques gouverneurs. Alors, pensez-vous, que dites-vous? Quelle analyse faites-vous sur ces vents-là qui soufflent fort? On dissout les gouverneurs, il y a d'autres qui disent je ne démissionnerai pas. Donc,
vous ne trouvez pas qu'il y a cacophonie, il y a du désordre, il y a... Comment analysez-vous? Parce que vous êtes délégué de quand même. Merci beaucoup. Merci pour cette question, Madame Rachel. À propos de tout ce que vous voyez, les tergiversations qui se font dans des assemblées nationales et avec des gouvernorats, pardon, des assemblées provinciales et puis les gouvernorats, en réalité, nous commençons, la RDC commence à vivre maintenant ce qu'on appelle la démocratie. Il n'y a rien d'autre que ça. Ce concept-là a du contenu. Mais une démocratie en désordre, apparemment. Le contexte démocratie a du contenu. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y en avait pas au pays. Nous l'avions commencé l'année passée quand il y a eu échange de symboles du pouvoir entre le président sortant et le président entrant. C'était en ce moment-là que la RDC a commencé à vivre la démocratie. La première alternance pacifique. Et dans cette première alternance pacifique, nous commençons à vivre les choses que nous n'avons jamais vécues. C'est ça, au fait, la démocratie. Les contenus de la démocratie, les Congolais n'ont pas encore intériorisé. C'est ça la manière d'intérioriser la démocratie. On n'a pas encore vécu, la démocratie dans son fond. J'ai dit que la démocratie en RDC, nous commençons à les vivre maintenant. Depuis la passation pacifique du pouvoir, c'était le premier acte de la démocratie. Et tout ce que vous êtes en train de voir dans des assemblées provinciales, les décisions des gouverneurs, tout ça, nous sommes en train d'expérimenter, nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Ça commence à devenir maintenant réalité. Monsieur Mandika, un député national qui agresse un ministre en plein plénière, c'est aussi ça la démocratie. Est-ce que d'abord il faut savoir si réellement il a été agressé, s'il y a une blessure ou il y a eu un coup? Ça, je le mets entre parenthèses. Je ne suis pas pour ça qu'un ministre soit molesté par les députés nationaux. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je suis sûr que ce n'est qu'un débordement. Ce n'est qu'un débordement. Les parlementaires ne pouvaient pas faire ce qu'il a fait là. Et je suis sûr qu'il n'avait pas l'intention de toucher au ministre. C'est au fait l'expression de la démocratie, comme je l'ai dit. Alors, comme c'est l'expression de la démocratie, et il y a Atou Matoumouana qui est réhabilité. D'autres disent que bon, c'est logique. Il y a le Premier ministre qui accuse son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Julien Kabondé, et que c'était illégal. Le Premier ministre n'était pas au courant. Il y a Atou qui se dit bon, il est le chef, il fait ce qu'il veut et il gouverne malgré il a été destitué par au moins 24 députés sur 41. Alors, comment, si on peut avoir votre idée par rapport à ce qui se passe, le cas de Atou? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Ça fait quand même mal au cœur de parler de cette question-là. Parce qu'il y a d'une part la moralité qui est mise en jeu et d'autre part c'est le droit qui est mis en jeu. Moi je suis sûr que depuis le début, la séance qui devait destituer les gouverneurs, disons quand on demandait à l'Assemblée de lever l'immunité du gouverneur, c'est cette séance-là qui était la séance normalement officielle. Elle n'a pas pu, les gens ont voté contre la motion. Ça veut dire qu'on ne voulait pas et on ne veut pas jusqu'aujourd'hui que les gouverneurs partent. C'est déjà ça qui a choqué les gens. Nous étions déjà choqués, nous, à voir que l'Assemblée provinciale du Bas-Congo a protégé le gouverneur qui a été réquisitionné ici par la justice pour qu'on l'écoute. L'Assemblée provinciale a refusé. Ça, c'était déjà immoral. Du point de vue moralité, c'est l'Assemblée provinciale qui avait violé la moralité. Alors, du point de vue droit et légalité, les vice-premiers ministres de l'Intérieur ne pouvaient pas faire autre chose que réhabiliter. Il a appliqué du droit. Ils sont passés par l'hiérarchie. Qui a destitué? C'est
le ministre, le premier ministre, pardon, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est sa signature qui a démis M. Atou, hein, qui l'a suspendu, pardon, qui a suspendu M. Atou. Et avec le même pouvoir, il peut réhabiliter. Ça, c'est du droit. Et il n'a fait qu'exécuter le droit pour réhabiliter les gouverneurs. Je suis sûr que pour ce point-là, il y a débat entre la moralité et le droit. Mais je suis sûr que c'est l'Assemblée provinciale du Bas-Congo qui a violé la moralité et ils ont préféré que le droit soit dit comme ça. Merci beaucoup, M. Petit Magika. Et alors, un mot de la fin, le président de la République était à Kenya. Alors, là, il parle toujours sur le renforcement de relations bilatérales. Et comment jugez-vous tous ces voyages, tous ces démarches diplomatiques du président de la République est là en vacances? Merci beaucoup. Le président de la République, c'est un vrai diplomate. Il l'a commencé depuis très longtemps, même quand il était encore à l'UDPS. Et cette force-là se démontre aujourd'hui. Nous en avons beaucoup de retombées. Nous avons beaucoup de retombées de ces voyages et des démarches diplomatiques qu'il est en train de faire. Sans compter l'exemple de la levée des immunités, la levée des sanctions pardon, de l'Union européenne. Mais vous ne comprenez pas ça? Ça se voit à l'œil nu, non? Ça se voit à l'œil nu. Il aurait voulu que ça soit tout le monde. Mais les autres ont aussi leur mot à dire. C'est ainsi que... Quelque part aussi, le président de la République facilite un peu ceux de membres de FCC, vous ne trouvez pas? Madame, c'est vous et moi qui voyons que le FCC est là, le CACH est là, la Mouka est là. Le président de la République, lui, il voit tout le monde comme Congolais. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Un père de famille aimerait bien que son enfant le plus turbulent soit bien. Ça va aider à ce que l'équilibre de la famille soit respecté. Au fait, la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Donc ce sont les Congolais les plus mal aimés là que le président veut aussi contrôler. C'est pour ça qu'on nourrit les prisonniers. Hein? Sinon on les laisserait mourir. Si on nourrit les prisonniers, c'est parce qu'on veut que même le plus mauvais parmi nous vive. Mais au moins qu'il ait des limites. Je vous remercie pour cette invitation. Je continue à appeler la jeunesse congolaise à rester vigilant. Le pays nous appartient et ça n'appartient à personne d'autre. Personne d'autre ne réfléchira mieux à notre place que nous-mêmes. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas rester là comme spectateurs, mais nous devons agir. Que chaque jeune Congolais agisse, prenne conscience pour que le pays avance. Le pays est le nôtre. C'est nous qui devons bien ajuster les choses pour que l'avenir du pays soit garanti. Merci.